Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire Concevoir un budget prévisionnel. Donc ce webinaire est en partenariat entre les alumni et la fondation. Donc Charles Parent qui va être notre intervenant aujourd'hui et PG 91. Donc PG 91, ça veut dire Paris-Grignon 91. Donc il est entré à l'école en 1991. Donc, c'est un alumni très actif dans le réseau et on est très content aujourd'hui qu'il puisse faire ce webinaire pour les étudiants. Et donc, pour introduire un petit peu le contexte de pourquoi on fait aussi ce webinaire, c'est aussi parce que donc il y a deux appels à projets. Donc, il y a l'appel à projet des alumni que je représente. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Lucie Maquet, je suis chargée de communication et d'animation de réseau pour l'association des alumni. Tout d'abord, l'appel à projet des alumni donc, qui va ouvrir en décembre, qui vise plutôt pour les associations étudiantes et qui a plutôt l'âme de animer la vie sur le campus. Donc plutôt des associations qui seraient de cet ordre-là. À une certaine époque, on faisait les césures et finalement, on a décidé de se concentrer sur les projets d'animation de vie de campus et laisser aussi comme ça bien une distinction entre les alumni et la fondation qui, eux, ont plus à vocation à avoir des projets peut-être de césure et aussi scientifiques. Mais Jeanne Leclerc de la fondation vous en parlera juste après. Donc voilà, donc vous pouvez poser vos questions à Charles qui se présentera aussi sur ce webinaire et ça va nous permettre ben, de pouvoir, que vous puissiez construire aussi vos dossiers écrits pour mieux appréhender la partie budget qui est très importante dans nos deux jurys. Quand bien même on a deux appels à projets distincts, on a ce volet budget qui est très important. Donc du coup, voilà le pourquoi on crée ce webinaire pour accompagner les étudiants. Donc, je ne sais pas, Jeanne, si tu veux compléter un petit peu de ma Oui, parole. merci Lucie, elle a dit l'essentiel. Donc Jeanne Leclerc, je suis à la Fondation AgroParisTech et je m'occupe de tous les appels à projets, versements de bourses et de prix aux étudiants. Et donc notamment, on a notre appel à projet s'engager qui est ouvert actuellement et qui fermera dans 2 semaines pour financer donc plutôt des projets de césure, des projets à vocation scientifique ou solidaire. Et donc un des exemples de budget que vous allez voir aujourd'hui, c'est le budget qu'on demande dans cet appel à projet-là mais qui en fait est assez générique et qui pourra vous servir pour plein d'autres projets. Donc même s'il y a des personnes qui sont connectées et qui n'ont pas de projet de césure ou n'ont pas forcément, ne sont pas impliquées dans des associations étudiantes, ça vous servira dans tous les cas pour n'importe quel autre projet que vous pourrez réaliser. Voilà, donc on va laisser la parole à Charles. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure, je pense qu'il y a une zone peut-être de discussion aussi sur Oui, il y a le Zoom. chat, ouais. Voilà, plutôt les poser ici pendant qu'il fait sa présentation et on interviendra peut-être au fur et à mesure. Et à la fin de sa présentation, on laisse un temps de questions un peu plus long. Voilà, et là, vous pourrez aussi prendre la parole avec le micro, mais on essaie de garder les micros fermés pendant la présentation. Voilà. Je te laisse la parole du coup, Charles. Merci. Donc, à la demande de Lucie et Jeanne, j'ai jeté sur un PowerPoint quelques idées de base pour faire un budget, le maîtriser et pour travailler le plus correctement possible, à savoir arriver à se relire et à pas faire d'erreur. Donc, le titre, c'est Construire, suivre et justifier un budget. Ça a été cadré non pas dans une logique entreprise, mais dans une logique équilibrer son budget en tant qu'étudiant, c'est-à-dire avoir des financements qui sont au moins égales aux dépenses qui vont être engagées. Donc, à quoi ça sert un budget? Ça permet de se poser, on met sur la table, on recense les différentes sources de financement et les différentes dépenses envisageables en essayant d'être exhaustif. L'objectif donc étant de vérifier si on est au point mort ou s'il va falloir revoir ses hypothèses dans la version zéro du budget. Ensuite, ça permet de contrôler, une fois qu'on a écrit ce qu'on pensait qui allait se réaliser en termes de financement et de dépenses, on va, lorsqu'on commence le projet, ben, recevoir ou non des fonds, dépenser ou non ce qui a été prévu, que ce soit en termes de dépenses ponctuelles ou de dépenses un peu d'investissement.
Donc, l'idéal pour savoir où on en est et pour ne pas avoir de mauvaises surprises au final, c'est de vérifier, enfin, noter tous les revenus qui sont obtenus effectivement, et puis de les comparer à les hypothèses initiales, et de même pour les charges engagées, c'est à partir de moment où vous avez un bon de commande en attendant la facture. Donc, je parle bien de suivi et non pas de simplement suivre son compte en banque. Là, on est sur une notion plus comptable. Un engagement, ça va pas quand vous passez un bon de commande, vous n'allez pas payer immédiatement la facture, mais si vous faites un budget et son suivi budgétaire, vous allez le noter, et ça vous permettra de savoir où vous en êtes et de ne pas avoir de mauvaises surprises en regardant votre compte en banque un peu plus tard. Et puis en final, ça permet bah oui, de garantir ici l'équilibre financier, et dans une entreprise de vérifier qu'on dégage une marge suffisante pour payer par exemple les salariés, ou pour rassurer ses actionnaires quand on en a, et leur montrer qu'on est bien rentable, que les projets engagés ont été rentables. C'est pas le cas ici. Ici, on vise d'être au moins, au minimum à zéro en finale pour vous. Donc, les types de ressources, pour commencer, vous avez des ressources dans votre cas sur vos projets assez simples, hein. C'est bon, quelques éléments qui peuvent être par vous-même générer des ressources. Ça peut être la vente de travaux ou des travaux que vous faites à façon pour quelqu'un qui vont être payés dans le cadre de votre projet. Ça va être donc des subventions publiques, communales, départementales, régionales, voire nationales, et privées. Et dans les subventions privées, on trouve la Fondation AgroParisTech ou les alumni, suivant les différents types de projets, comme l'a précisé Lucie tout à l'heure. Donc ça, c'est assez simple, vous en faites vite le tour normalement. Je vous invite à néanmoins vérifier quand vous construisez votre V0 de budget que les ressources que vous avez notées dans votre budget vous avez des chances de les obtenir. Donc c'est un, vérifier l'éligibilité des dépenses en- qui est prévue dans les contrats de subvention, que ce soit la fondation ou des fondations ou des fonds publics. Et puis, bah, de collecter les preuves de vos dépenses, puisque tous ces organismes qui vont vous faire vous apporter des subventions, sont eux-mêmes soumis à contrôle, et donc vont vous contrôler et vont vous demander en finale de prouver que vous avez bien dépensé ce que vous avancez, vérifier que les dépenses correspondent bien au projet, qu'elles sont justifiées par rapport. Donc, si vous présentez une note de repas pour 15 et que vous étiez que 3 en projet, évidemment, ça peut poser un problème, comme ça en poserait dans votre vie future dans une entreprise. Donc, un, recenser, deux, collecter au fur et à mesure les preuves de dépenses avec les détails, c'est-à-dire une facture et pas un ticket de caisse où il n'y a pas de détail. Ensuite, je vous invite à travailler dès vos projets, mais aussi pour plus tard, en séparant vos types de dépenses. Alors, à la fondation, on regardera tout à l'heure le tableau Excel sur lequel elle a formalisé son suivi. Elle est plus dans une logique de comptabilité publique, avec des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement. Donc, pour ceux qui travailleront demain en contact avec des collectivités publiques ou des organes qui dépendent de collectivités publiques, vous retrouverez cette classification, dépenses d'investissement et dépenses de financement, les deux n'étant pas fongibles. Et donc, ça donne lieu à deux budgets différents. Là, en l'occurrence, c'est pas votre cas. Vous êtes plus dans une logique privée avec des dépenses fixes. Donc, ça va être le coût de votre visa, le coût de l'aller-retour en avion ou en train initial, une assurance nécessaire et obligatoire, de la location de matériel dont vous allez avoir besoin pour votre projet. Ensuite, des dépenses variables qui vont dépendre du nombre de jours passés sur place ou passés à un endroit si vous bougez au cours de votre projet. Donc, alimentation, logement, transports locaux, de la communication aussi, ça peut être si vous en avez besoin pour votre projet. Et puis, je vous invite à ne pas vous arrêter là, même dès la version zéro de votre budget, c'est-à-dire quand vous commencez à jeter les chiffres sur le papier, mais à penser que vous allez
de toute évidence, parce que la vie est comme ça, avoir à faire face à des dépenses, enfin j'ai une mi-aléatoire ou non souhaitées, que ça peut être des soins médicaux. Si vous partez dans des pays un peu moins sûrs que la France, ça serait surprenant que vous n'ayez pas, je sais pas, un petit dérangement intestinal, par exemple. Donc, il faut prévoir soit de partir avec les médicaments nécessaires, soit d'en acheter sur place. En général, ça vaut pas cher, mais ça peut parfois déraper. La casse de matériel aussi, si vous partez avec votre matériel personnel, mais qui est un peu vieux, il peut vous lâcher en cours de route. Et parfois, le projet ne permet pas de dire, bon, je vais faire autrement, mais d'être obligé de réparer. Donc ça, c'est difficilement estimable. Et d'une façon générale, ces trois types de charges, qu'elles soient fixes, variables ou aléatoires, vous avez votre connaissance personnelle, vous avez maintenant sur Internet le moyen de l'évaluer. Et puis, si par hasard vous avez accès à des travaux des années précédentes, vous pouvez aussi collecter de la donnée historique qui va vous permettre d'estimer, c'est ce qu'on fait en entreprise, d'estimer combien, enfin, où était le niveau de dépense pour un type de charge les années d'avant. Ensuite, un budget, c'est pas jeter une seule fois des chiffres sur un papier, c'est les jeter une première fois, regarder le résultat. Donc, dans ce qui vous concerne, c'est arriver au minimum à être à l'équilibre entre ce que vous allez dépenser et ce que vous allez encaisser comme ressources. Donc ça peut nécessiter, si vous avez été un peu optimiste au début, de faire une V1 après votre V0, où vous êtes obligé de revoir le nombre de jours passés à un endroit, le nombre de jours de location d'un matériel ou d'un hébergement pour arriver à atteindre cet objectif. Donc c'est finalement assez itératif. Et ça sera toujours vrai dans votre vie professionnelle, à savoir qu'un budget, c'est pas mettre des charges et des produits et puis regarder la marge, ça va être des échanges. Alors, là, c'est assez simple, vous échangez avec vous-même et avec votre tableur. Dans la vie en entreprise, ça sera un peu plus compliqué puisque vous aurez un département finance qui discutera avec les opérationnels et que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière, vous aurez un certain nombre d'itérations qui peuvent, dans certaines entreprises, être assez lourd. Ça peut être assez lourd. Donc là, l'objectif est assez simple, bilan à l'équilibre. Vous pouvez, si vous avez un peu le temps ou si vous partez sur des projets un peu plus à risque que d'autres, tester la résistance de vos hypothèses. C'est un truc tout bête, c'est le taux de change. Si vous allez à l'étranger, dans un pays qui n'est pas en zone euro ou zone dollar, mais la parité dollar-euro peut aussi bouger. Regardez ce que ça donne. Le change, ça bouge, c'est dans les données financières ce qui varie le plus violemment. Donc, faites un test si vous en avez le temps. Vous avez prévu que votre billet d'avion il vous coûterait tant. Vous ne l'avez pas encore acheté parce que vous l'achèterez que dans 6 mois ou dans 3 mois. Regardez ce qui se passe si vous dégradez de 20% le taux de change et comment évolue votre équilibre. Ça peut être instructif. Ça peut vous inciter à acheter le billet au moment où vous estimez qu'il est au bon prix. Ça peut vous amener aussi à mettre une petite marge sur vos dépenses que vous avez estimées en monnaie locale. En général, on met entre 5 et 15% de marge de sécurité qu'on rajoute sur certaines charges dont on sait qu'elles vont pouvoir varier entre le moment où on réfléchit et le moment où on va les engager. Donc ça, c'est le troisième point. Après le test de résistance, c'est l'anticipation. C'est prévoir une marge de sécurité. J'y reviens pas. Dans votre cas, ça doit être quand même assez limité. Et puis, ensuite, suivre les réalisations, puisque ça, après c'était X boucles itératives, dans votre cas, j'espère qu'il n'y en aura pas plus de deux ou trois. Et il va falloir suivre pour vérifier que votre budget dérape pas. Sachant que le terme budget est un peu ambigu, puisque ça désigne à la fois la modélisation initiale et qu'on arrête à un moment donné, on dit voilà, ça c'est mon budget, j'y ai réfléchi, j'ai fait 3 boucles d'itération, c'est ça. Et par budget, on entend aussi l'argent que vous allez dépenser par rapport à l'enveloppe que vous avez au départ. Donc ça suppose un suivi. Alors j'ai mis dépenses et encaissement, c'est pas vraiment ça, c'est même dépenses et, comme je l'ai dit, engagement de dépenses avant même le décaissement. Votre suivi doit être fait dès que vous
vous avez engagé, vous avez signé un papier pour dire je commande quelque chose, ça doit rentrer dans votre budget, dans votre suivi budgétaire, et non pas attendre la facture et le paiement, ce qui vous ferait croire que vous êtes riche alors que vous ne l'êtes plus vraiment. Vous êtes sûr qu'à terme, vous ne le serez pas. Donc, c'est l'objet donc la diapo suivante. Suivre et ajuster son budget pour éviter les mauvaises surprises en fin de projet. Donc, moi, je vous conseille un suivi hebdomadaire, sauf si c'est vraiment très simple et que vous avez très peu de dépenses à la semaine. Une bonne chose, c'est de faire un bilan en fin de semaine, dire voilà où j'en suis, et de constater l'écart qu'il y a entre ce que vous aviez prévu et ce que vous avez déjà dépensé. Et pour mesure corrective, le cas échéant, de collecter les justificatifs, c'est-à-dire que vous rentrez dans une logique financière, donc il faut que vous gardiez tout et si possible que vous le classiez, donc c'est mon point 3, catégoriser, puisque dans votre budget, vous avez sans doute un sous-total transport, un sous-total alimentation, un sous-total location du matériel X. Il faut que vous classiez vos justificatifs en conséquence, que ce soit sous forme papier ou sous forme numérisée, et avoir un sous-total par catégorie pour vérifier que cette catégorie, elle dérape pas par rapport à ce que vous aviez prévu dans le budget. Et puis, ne pas hésiter à réagir assez vite, hein. C'est rare il y ait des bonnes surprises. Donc, en général, c'est plutôt des mauvaises surprises. Donc, quand il y a un écart défavorable, réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire pour ne pas finir avec un déficit plus ou moins important. Donc ça sera pareil en entreprise. Alors, un budget, depuis à peu près le milieu des années 80, ça se pose sur un tableur. C'est vraiment l'outil de base. Il y a le modèle de la fondation qui vous est fourni et donc vous êtes censé que vous travaillez avec ou à côté. Il y a un moment donné où il va falloir le remplir et le lier à vos justificatifs de dépenses puisque c'est ce qui vous sera demandé par la fondation ou par les alumni pour examiner le fait que vous étiez bien dans les clous en termes d'éligibilité des dépenses, montant engagé. Et voilà. Et sur ce tableur, bah, vous allez faire comme sur un papier, noter des données, vous allez les contrôler, et puis vous allez aussi pouvoir archiver vos différentes versions, sachant que j'introduis là une notion essentielle, c'est-à-dire on n'écrase pas la version précédente dans un budget. Alors, c'est pas très grave à votre niveau de projet étudiant, mais plus tard, ça le sera. Et on voit dans les entreprises plein de gens qui savent pas travailler proprement. Et travailler proprement, c'est déjà avoir un archivage, c'est-à-dire qu'on fait une version, on l'enregistre ou on crée un onglet sur le tableur euh, spécifique à cette version afin de pouvoir reconstituer l'historique, de comprendre comment on est passé d'une version à une autre et de ne pas se retrouver, comme on dit, à poil si au final il y a un bug et qu'il faut reconstituer de comment on en est arrivé là. Donc le tableur de la fondation, le voici. Donc c'est un budget prévisionnel avec une première partie origine des financements. Enfin non, il y a une première partie qui vise à vérifier, vous le voyez là, maximum 30% du budget total. Donc ça, c'est le maximum d'engagement de la fondation. Si vous avez un budget de 10 000, ils peuvent aller jusqu'à 3 000 d'avancée. Et il y a une seconde limite qui est de maximum 5 000 euros. Donc si vous ne pourrez pas obtenir de la fondation de toute façon plus de 5 000 euros, quelle que soit l'ampleur de votre budget. Ensuite, il y a une partie donc financement qui, dans votre cas, s'il y a 5 ceilings, ou peut-être, oui, c'est le maximum. Donc la partie la plus simple, finalement, et dans un budget, certes, la partie ressources est importante, mais ce qui passionne tout le monde, c'est surtout la partie dépenses. Et donc là, sur le tableur, il y a pour l'instant comme je le disais tout à l'heure, une logique de comptabilité publique avec des dépenses de fonctionnement, nourriture, visa, et des dépenses d'investissement qui vont être plus de l'investissement, enfin des charges fixes, c'est-à-dire qu'on engage une fois, euh, et qui donnerait lieu à des immobilisations dans un bilan si on était en compta privé.
Donc là, on retrouve aussi dans le budget total du projet, montant total des demandes par des potentiels de financement externes, ce qui permet à la fondation, aux alumni de vérifier que vous avez cherché d'autres sources de financement et que eux ne financent pas plus de 30% de votre projet. Alors moi, à partir de ce tableau, je vous invite à tout, oui, modéliser sur Excel, c'est-à-dire à compléter cet onglet qui vous est fourni par la fondation et à le lier idéalement avec des onglets qui vont correspondre à vos différentes versions. Donc là, dans le modèle que j'ai fait, j'ai juste rajouté deux onglets, un pour les financements avec la date à laquelle ça a été fait, un pour les charges avec la date à laquelle c'est fait. Euh, je vous invite, pour travailler proprement, à toujours remettre la date en haut de votre feuille Excel pour savoir à quelle version, enfin quel jour ça a été fait. Même si c'est déjà mis sur le nom de l'onglet, et puis à détailler par nature vos charges, à savoir le transport, l'alimentation, le logement, être dans une logique donc de catégorie budgétaire et de faire un sous-total par catégorie. Donc idéalement, même on pourrait envisager d'avoir des sous-tableaux. Là, il n'y a qu'un seul tableau dépenses de fonctionnement. On pourrait imaginer un tableau pour le transport, ce qui vous permet d'avoir plein de lignes vides et juste d'avoir les remplir. Alors que là, dans mon exemple, il faut que je rajoute, il faut que j'insère une ligne. Voilà. Et puis, j'ai mis des cellules en rose, là, on pourra revenir, et j'ai ajouté une case commentaire toujours avec l'idée de pouvoir tracer. Alors le commentaire, c'est plus lisible si c'est dans une cellule, mais vous pouvez aussi le mettre en commentaire de cellule Excel. Moi, je vous conseille de le mettre directement lisible dans une colonne à part. Voilà, j'ai continué sur la même idée, donc enrichir le modèle fondation. Donc, onglet de détail et de calcul, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un nouveau, ou un nouvel plutôt onglet pour chaque nouvelle version. Avoir un code couleur, c'est donc à votre niveau, vous pouvez tout à fait vous en passer, mais c'est bien de se structurer pour le reste de votre vie active. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent les chiffres qui sont saisis en bleu ou d'une couleur particulière, et ceux qui grisent la colonne où il faut mettre une donnée. Et dans tous les cas, le code couleur, quand vous avez une cellule de calcul, c'est en noir. Et donc, c'est une cellule à laquelle vous ne devez pas toucher. Et en ayant un code couleur comme ça, assez classique, ça permet à n'importe qui ouvre le classeur, si vous êtes plusieurs sur le projet, de savoir ce qui a été fait et de ne pas avoir à aller regarder dans toutes les cellules pour comprendre ce qui a été fait. Donc là, on est sur. J'ai mis, on ne le voit pas, mais j'ai mis donc en bleu le nombre de personnes, le nombre de jours sur place, le nombre de nuits d'hôtel, et puis à côté une colonne prix. Donc, transport auto, c'est le nombre de jours auto fois le prix. Ça fait le 350, qui est une formule de calcul. Transport par bus, et puis un sous-total. Voilà. Et à côté, j'ai aussi ajouté, en plus de ma colonne commentaire, une colonne de vérification qui se contente de reprendre les montants unitaires par ligne, en excluant évidemment les sous-totaux, avec une idée qui vous sera utile en entreprise et pas vraiment à votre stade d'étudiant, qui est de toujours se donner les moyens sur Excel d'avoir un contrôle immédiat et visuel de est-ce que mon tableau est correctement construit ou est-ce qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire vous faites la somme de la colonne de vérification et ensuite vous le rapprochez du total du tableau. Ce total de tableau, je vous conseille de le faire par la somme des sous-totaux. Euh, et, et ensuite de faire une cellule à côté où vous comparez le total du tableau avec la somme verticale. Et vous devez avoir zéro, c'est simple, c'est rapide et ça vous permet immédiatement de vérifier que vous n'avez pas oublié une ligne, notamment quand vous en ajoutez, ou que vous n'avez pas sommé un sous-total avec des éléments unitaires. Alors là, j'ai fait un exemple assez bête. Donc j'avais saisi des montants. On voit qu'il y a un écart de 360 tout simplement parce que j'ai fait un sous-total matériel où j'ai fait, au lieu de faire somme de toutes les cellules de la sous-partie de colonne, j'ai fait plus et j'ai additionné que les deux premiers, matériel 1, matériel 2. C'est très fréquent, malheureusement, en entreprise.
Euh, le temps qu'on utilisera Excel, ça sera un peu comme ça. Et donc, bah, ça me permet de visualiser que j'ai une erreur quelque part. Bon, c'est des détails, c'est pas vraiment utile pour vous dès à présent, mais puisqu'on m'a demandé de faire quelque chose sur le budget, j'en ai profité pour vous proposer quelques idées de comment travailler demain de façon efficace. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche un bug ou qu'on publie des chiffres alors qu'il y a un bug dedans, c'est soit des gros problèmes, des gros problèmes avec son employeur, soit de la perte de temps. On perd énormément de temps à essayer de comprendre ce qu'il y a dans un tableur Excel quand il n'est pas correctement présenté et immédiatement compréhensible par un utilisateur lambda. Alors, un peu en conclusion, les pièges à éviter. Donc, un, la surestimation de vos ressources. Donc, rappelle ici que la Fondation, si j'ai bien compris, limite sa subvention à 30% de votre budget, enfin de vos dépenses, qui doivent être égales à vos ressources. Et au maximum, seconde limite, 5 000 euros. Donc, une limite en dur et une limite relative. Ensuite, la justification. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra que vous fournissiez des factures et pas des devis. Donc la preuve que vous avez engagé. Et une facture, c'est un morceau de papier ou un document électronique détaillé avec votre nom, la date de la commande, la date de la livraison, la date du paiement, la nature des choses achetées. Euh, voilà, donc c'est détaillé et ça, on sait que c'est vous qui l'avez engagé puis payé. Ensuite, en termes de détails, donc pourquoi alors, je reviens sur les justifications, je le disais tout à l'heure, c'est aussi parce que les gens qui vous avancent, que ce soit les organismes publics, les collectivités publiques ou les fondations privées ou les alumni, eux-mêmes sont soumis à un contrôle. Donc, alors dans le public, c'est dans les collectivités publiques, c'est la Cour des comptes régionale qui peut passer et qui va descendre de A à Z la partie du budget qu'elle souhaite contrôler. Donc voilà, tout le monde est en fait, il n'y a pas que vous qui êtes soumis à contrôle, mais les gens qui vous subventionnent le sont aussi. Donc il faut vous plier à la collecte des preuves d'achat. Ensuite, le détail, ne négligez rien au départ. Il faut pas un budget, ça se fait pas dans les grandes lignes. Il faut malheureusement penser, pour pas avoir de mauvaises surprises, par exemple, des petites dépenses que que de prime abord, vous ne prendriez pas en compte, mais qui, si votre projet dure plusieurs mois, peut au final faire un montant qui est non négligeable. Et puis, en termes de sécurité, mais j'ai parlé de prévoir une marge. Alors, à votre niveau, c'est pas trop le cas, mais pensez-y quand même, ne serait-ce que sur un taux de change, par exemple. Donc, une marge au moins sur les dépenses initiales. Il vaut mieux prévoir des ressources qui excèdent légèrement vos dépenses parce que vous aurez sans doute de mauvaises surprises en cours de route. Pour conclure, le budget sont suivis, donc ça permet d'être en sécurité vis-à-vis de l'avenir, puisque c'est un exercice intellectuel qui permet d'anticiper, de noter et d'anticiper ce qui va se passer, de vérifier qu'on est en mesure de financer les dépenses qu'on engage. C'est un processus évolutif, c'est-à-dire que c'est pas une seule fois, mais ne serait-ce que parce qu'il faut suivre pour vérifier la bonne réalisation du budget et l'absence de dérapage de certaines dépenses ou l'absence d'encaissement de certaines ressources, c'est quelque chose, donc on part d'une V0 que- qui est acceptée par les différentes parties prenantes, et puis ensuite on suit pour vérifier que tout se passe bien, et le cas échéant pour engager des actions correctives. Et puis mon troisième point, après l'intérêt du budget, outil de sécurité, le fait que c'est quelque chose d'évolutif qui court jusqu'à la fin du projet ou jusqu'à la fin de l'année civile ou de l'année d'exercice, c'est la nécessité en fait de tout documenter, c'est l'aspect un peu rébarbatif comptable,
Euh, il faut être capable de justifier tout chiffre qu'on met dans un tableur Excel. Et donc, ça suppose, comme je voulais inciter à le faire, d'archiver les différentes versions et de ne pas écraser les versions successives que vous pourriez avoir à faire. Dans le cas de votre projet, je ne pense pas que ça soit vraiment essentiel, mais ça le sera demain dans votre vie active. C'est archiver les factures et les classer par nature. De nos jours, presque tout se fait sur électronique, en scan, et puis de documenter tout, vos hypothèses via une cellule commentaire ou via un commentaire sur une cellule, les montants retenus, les montants payés quand ils diffèrent du bon de commande. Puisque dans la vie, on commande des choses, mais parfois on n'est pas livré, on ne paye pas ce qui était sur le bon de commande. Alors normalement, il y a une facture qui doit le statuer ce qui a effectivement été payé, mais c'est parfois difficile à obtenir ou enfin, il faut parfois se battre un peu pour obtenir la bonne facture et parfois les factures ne correspondent pas à ce qui a été effectivement payé et reçu. Donc les factures peuvent être fausses dans la vraie vie professionnelle. Voilà, donc je vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup, Charles. Oui, on vous laisse poser d'éventuelles questions. Vous pouvez soit mettre dans le chat si vous voulez, ou sinon tout simplement ouvrir vos micros. On va laisser 2, 3 minutes. N'hésitez pas, ça peut être des questions du coup sur la présentation de Charles, sur peut-être plus précisément en lien avec les appels à projets ou même sur un budget de manière générale, hein. On est libre sur toutes les questions. Pas de Alors, questions? alors, peut-on demander de financer des frais déjà avancés pour un voyage déjà réalisé ou seulement prochaine étape du projet? Bah là, je vais parler peut-être spécifiquement, moi, de l'appel à projet, je pense. En tout cas, je pense que pour Lucie, ce sera la même chose. Nous, on apporte, enfin, notre souhait, c'est d'être en amont du projet. Donc, on apporte un soutien financier avant le début du projet. Alors, quand on dit avant le début, c'est pas forcément, vous avez déjà commencé à y réfléchir, vous avez déjà peut-être commencé à chercher des fonds ailleurs aussi, etc. Mais avant votre départ en mission, parce qu'en général, vous partez quelque part, ou en tout cas, vous démarrez une mission à une date précise, en général, ça prend au mois de mars pour les étudiants AgroParisTech. Donc, si vous êtes déjà parti, vous êtes déjà payé votre billet d'avion et qu'en plus, vous êtes déjà parti, le voyage est réalisé, nous, on ne couvrira pas ces dépenses-là. Vous pouvez par contre avoir déjà acheté les billets d'avion, mais n'êtes pas encore parti. Parce que comme Charles disait, parfois, voilà, on prévoit des dépenses plusieurs mois à l'avance, notamment des billets d'avion, ça peut se prendre très longtemps à l'avance. Vous pouvez, là, au mois de novembre, décembre, les avoir déjà achetés, du coup, les avoir déjà mis dans votre budget, mais vous n'êtes pas encore parti. Là, ça ne nous pose pas de souci. Je pense que pour Lucie, ce sera pareil pour l'appel à projet des alumni. C'est ce que j'allais dire. Nous, c'est pareil au niveau des événements, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus des événements. On ne finance pas des événements qui ont déjà eu lieu. Et donc, après, il peut y avoir des dépenses qui sont déjà engagées et auquel cas, cette somme sera attribuée à ça. Mais en tout cas, le plus important à retenir, c'est que pas d'événements qui ont déjà eu lieu ou dans le délai trop court. C'est-à-dire que si c'est pendant la période des candidatures, pareil, ce sera trop court. Bien, je vois une autre question. Parmi les dépenses de fonctionnement, est-ce que des coûts salariaux sont éventuellement éligibles? Alors ça, c'est un cas un peu spécifique. C'est déjà arrivé qu'on ait des coûts salariaux, mais nous, en général, on ne les prend pas en compte parce que c'est pas la vocation, en tout cas, de la fondation, mais même, je pense que des alumni aussi, Lucie parlera après là-dessus, que c'est pas notre vocation de financer en fait sur du long terme des équipes de salariés. Nous, on est plus voilà sur le financement du projet en lui-même. Donc, on va plus être sur des dépenses donc de fonctionnement ou d'investissement, voilà matériel, etc. Mais les coûts salariaux, vous les mettez dans le budget évidemment parce que ça voilà ça en fait totalement partie. Mais nous, on ne financera pas cette partie-là. Et Lucie, je pense que c'est pareil. Oui, tout à fait. Parce que tout comme, enfin, pour les mêmes raisons que Jeanne, on n'a pas forcément d'intérêt à financer des personnes, alors que nous, on est plus là pour vous accompagner
et pour financer quelque chose de concret, entre guillemets, dans le projet. Donc, quand bien même la partie humain est forcément très concrète, mais pour les mêmes raisons. Mm. Et Et du coup, puis de toute façon, il y avait une suite de questions, Jeanne. Du coup, est-ce que ça marche pour des coûts d'assistante juridique? Euh, d'accord, La ouais, est-ce question, que sont je- considérées comme des prestations extérieures? Oui, en effet, en tout cas dans l'appel à projet, nous, Fondation, comme nous, on n'est pas justement sur des événements, etc., on ne finance pas trop tout ce qui va être les prestations extérieures, donc c'est-à-dire en fait que nous, on paye quelqu'un, en gros, que nos financements servent à payer, rémunérer quelqu'un qui va soit par exemple bah, voilà, faire un travail juridique ou qui va faire le montage de vidéos, par exemple, ce genre de choses. Nous, on va vraiment porter notre attention sur ce que vous faites vous, à proprement parler, et donc on n'est pas pour le paiement de factures de prestataires extérieurs. Pareil, ça fait partie de votre budget, mais ce ne sera pas sur ça que nous, on va flécher nos financements. Et puis pour ajouter, comme nous, nos financements et ceux de Lucie, hein, c'est pareil, c'est pas des financements très élevés, hein, nos enveloppes, c'est, voilà, quand je dis c'est grand maximum du 5 000 euros, c'est vraiment le max. Donc ce ne serait pas des dépenses, on ne verrait pas flécher ces sommes-là sur des dépenses aussi importantes que du coût salarié, que des prestations extérieures, souvent qui coûtent plusieurs milliers d'euros aussi. Voilà, ça ferait aussi pas sens à notre sens en tout cas. Voilà. Ensuite, une autre question. Est-ce que la fondation délivre un montant à partir de factures, un montant déjà engagé et payé, ou bien sur la base de devis établis, avec par exemple fournisseur de matériel audiovisuel. Ok. Donc ça, c'est un petit peu ce que disait Charles. D'ailleurs, je vais corriger légèrement. C'est vrai que sur le principe, sur les budgets, on essaie plutôt d'être sur des factures qui sont payées, etc. Nous, on accepte, Lucie, je crois que c'est pareil, on accepte tout ce qui va être devis et même au-delà d'un devis, d'un papier de devis, ça va être aussi tout ce qui va être des captures d'écran, en fait, des sites. Par exemple, si vous avez des dépenses de matériel à effectuer, mais vous passez pas, vous les avez pas appelés pour faire un devis, vous avez juste constaté que sur le site, bah, par exemple, pour payer vos billets d'avion, que c'était à peu près tant. La capture d'écran aussi nous convient pour justifier de la dépense à venir. Parce qu'on sait très bien que vous pouvez pas avoir effectué déjà toutes vos dépenses actuellement et que vous attendez notamment nos fonds et ceux d'autres personnes, d'autres collectes pour, euh, pour engager de l'argent. Donc, donc, vous pouvez tout à fait aussi nous présenter tout ce qui va être des devis, des captures d'écran, etc., et qui sont du coup des estimations. Mais comme Charles le disait, comme ça reste quelque chose qui n'est pas encore payé, prévoyez une petite marge de sécurité que vous nous précisez d'ailleurs dans le budget. On verra de toute façon l'écart justement avec votre preuve, votre devis ou votre capture d'écran. Ça nous sert à ça, en fait, ça sert à nous de comprendre en fait d'où vous avez sorti ces chiffres-là et de prévoir vos dépenses au mieux. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Lucie, sur ce sujet-là. Je pense que c'est à peu près pareil, hein. Vous avez les mêmes modes Non, de c'est fonctionnement. similaire. Je veux juste, tant qu'on est sur ce lien entre nous, juste préciser que entre nos deux appels à projets, on ne se fait pas concurrence, tout simplement parce que AgroParisTech Alumni est membre fondateur de la fondation, donc on n'a aucun intérêt à se faire concurrence. Donc, juste pour être clair et préciser qu'un projet qui est soutenu par AgroParisTech Alumni ne le sera pas par la fondation et inversement. Et de toute façon, si on y réfléchit, on n'est pas vraiment sur les mêmes cibles et les mêmes projets. Donc, normalement, ça n'a pas lieu. Après, il y a certains projets qui sont aussi un peu de l'événementiel dans le scientifique. Et donc là, il y a, il y a matière à discuter. Mais étant donné que l'appel à projet de la Fondation est avant, de toute façon, les projets qui seront soutenus par la Fondation ne seront pas retenus par les alumni, puisqu'on se fait un compte rendu mutuel. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Parfait, merci. Donc, je vois, il y a une autre question de Étienne. Alors, c'est toujours en rapport avec l'appel à projet Fondation, mais là, pareil, je pense que de toute façon, ça aura un lien aussi avec l'appel à projet des alumni. Comment justifier les dépenses de fonctionnement type alimentation? Vous ne pouvez pas, a priori, fournir de capture d'écran ou de devis. En effet, sur ce cas de figure-là, alors vous pouvez faire comme a dit Charles, c'est-à-dire vous inspirer aussi de ce qu'ont fait les équipes précédentes
de vous nourrir de ce qu'ont fait les équipes d'avant. C'est très important de faire cette passation-là parce que eux ont l'expérience d'être partis, alors pas forcément dans les mêmes pays quand c'est des voyages à l'étranger, mais ils ont forcément cette expérience-là. Ils se sont peut-être d'ailleurs cassés les dents en ayant une estimation et en se rendant compte dans le réel que ce n'était pas la même chose. Si c'est un nouveau projet et que les pays, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes, je pense que vous pouvez globalement trouver l'information sur Internet en regardant peut-être les niveaux de vie globalement des pays, avec la différence avec les taux de change, comme disait Charles aussi. Vous pouvez avoir facilement réalisé, je pense, une estimation en croisant ces deux informations-là. Voilà. Et après, sur d'autres dépenses de fonctionnement, je pense qu'à part l'alimentation, il n'y a pas spécifiquement d'autres qui seraient compliquées à justifier. Mais si vous avez besoin d'autres exemples, il n'y a pas de souci. De rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, on refera peut-être un temps de questions à la fin, puisqu'on a d'autres choses Mhm. à vous dire aussi. Donc, je pense qu'on pourra prévoir un Mhm. petit temps après. Oui. Est-ce que tu veux y aller, Ouais. Jacques? Comment tu veux Ouais, faire? du coup, je vais commencer. En fait, on va compléter la présentation de Charles avec une petite présentation vraiment assez rapide sur comment définir des indicateurs de suivi ou slash indicateurs de performance. C'est une question qui est, nous, dans notre appel à projet de la Fondation. Lucie, je sais plus si vous l'avez ou pas forcément cette notion-là, non. Mais dans tous les cas, en fait, c'est peu importe, même si vous répondez pas forcément à des appels à projet. C'est une notion qui est importante. Je regarde mon partage d'écran, puisque en fait, on va voir rapidement en 10-15 minutes sur cette présentation que, euh, que les indicateurs de suivi sont assez essentiels dans un projet pour s'assurer d'avoir une ligne directrice tout simplement dans votre projet. Euh, donc, en effet, indicateur de suivi, indicateur de performance. Je pense que vous avez, dans le cadre de projets scientifiques, déjà eu l'occasion d'y faire référence. Tout simplement, ça vous permet de mesurer le résultat d'une action que vous avez réalisée et donc, on va dire son niveau de succès ou d'échec. C'est vraiment, il faut le voir vraiment comme un objectif à atteindre. Ça vous sert de ligne directrice qui va d'ailleurs être commune à toute votre équipe. Ça permet aussi de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Cet indicateur, il va permettre de définir un petit peu si vous êtes plutôt sur une tendance d'échec ou de réussite voilà, de cet indicateur-là, mais il faut ne pas oublier que ça ne va pas non plus définir l'entièreté de votre mission. En tout cas, un indicateur ne définit pas forcément l'entièreté de votre mission, puisque vous avez différents objectifs en général pendant une mission. Vous avez un nombre varié d'indicateurs qui peuvent être à prendre en compte, donc c'est à nuancer. Donc concrètement, ça va plutôt vous permettre d'avoir une indication sur la santé de votre projet, sur un aspect spécifique. C'est ce qu'on appelle plutôt un outil d'aide à la décision. Ça va vous permettre plusieurs choses. Avoir un indicateur, ça va vous permettre de surveiller que du coup vous allez dans la bonne direction par rapport à votre projet. Parfois, voilà, vous faites pour votre projet pendant plusieurs mois, ça vous prend beaucoup de temps de le concevoir, etc. Et parfois, vous avez un petit peu la tête dans le guidon et c'est pas toujours évident de prendre du recul et de se dire où est-ce que j'en suis dans mon projet, est-ce qu'il avance comme on le souhaite, etc. Donc, définir un objectif, c'est en fait définir un indicateur de suivi qui va être du coup quantifiable et qui va du coup, vous permettre de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de réaliser, de vous poser la question si vous êtes dans la bonne direction pour atteindre cet objectif. Ça peut vous permettre aussi, du coup, d'identifier les risques qui peuvent vous empêcher d'atteindre ou qui peuvent aussi, les opportunités que ça là peut vous apporter pour vous aider à l'atteindre, voire même à le dépasser. Je ne sais pas si j'ai forcément un exemple en tête. Si par exemple vous avez un indicateur sur le nombre, si vous, à la fin de votre projet, vous devez diffuser un documentaire, par exemple, vous réalisez un documentaire, vous souhaitez le diffuser à un certain nombre de personnes, vous êtes
mis pour objectif de le faire, de le diffuser, par exemple, dans 30 écoles pour sensibiliser les jeunes sur un, sur un sujet. Si au fur et à mesure voilà, de vos appels auprès d'établissements, etc., si vous avez votre objectif chiffré au départ de 30, et si vous voyez au bout d'un certain nombre d'appels que vous essuyez beaucoup de refus, vous allez très rapidement identifier que votre chiffre de 30 finalement était peut-être pas adapté. Et donc, ça va vous permettre de mettre en place des actions correctrices. Peut-être que du coup, vous allez vous dire, vous allez utiliser d'autres méthodes. Donc, c'est pareil, ça va vous permettre de prendre du recul, constater que vous êtes en train de partir sur la bonne voie et de très rapidement, en un chiffre, puisque vous avez un chiffre, par exemple, de 30 qui est à atteindre, si vous êtes qu'à la moitié tout de suite, alors que vous avez fixé une date proche pour atteindre ce résultat-là, forcément, vous allez vous en rendre compte facilement, très rapidement et pouvoir mettre en place des mesures pour l'atteindre. Mettre en place un indicateur de suivi, c'est aussi un facteur motivant de manière générale aussi pour l'équipe. Parce que pareil, quand on est dans un projet, on a parfois un peu chacun sa mission, etc. Alors, c'est pas qu'on va avoir une perte de sens, mais on peut facilement se retrouver à être un petit peu sous l'eau. Et le fait de rappeler régulièrement cet objectif, cet indicateur de suivi, le but que vous avez à atteindre, et de voir que vous en rapprochez, c'est une source de motivation très clairement supplémentaire et encore plus de récompense quand à la fin vous arrivez à atteindre cet objectif-là dans votre projet. Et puis, dans un dernier temps, là, c'est pour parler à notre nom de fondation, mais pas que, puisque un peu tous les partenaires que vous pourrez avoir vous demanderont. En fait, ça va vous permettre de rendre compte auprès de vos partenaires et de vos donateurs assez facilement, assez concrètement, de dire, voilà, notre mission, on a réussi ou on l'a pas atteint, mais on est quand même satisfait pour telle raison, etc. Donc, ça permet de rendre compte assez facilement de l'état de votre mission en un chiffre, en un facteur clé. Donc après, je vous parlerai rapidement de comment en fait vous pouvez mettre en place ces indicateurs. Déjà, quand les définir, il faut le faire au plus tôt dans votre projet. Vraiment, dès le démarrage, c'est vraiment, faut voir ça vraiment comme des objectifs et ça doit vraiment être le cœur de votre projet pour en fait construire autour ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous fixez un objectif d'aller aider une population dans un pays vous savez que, par exemple, vous allez dans un village de 1000 habitants, vous vous dites, bah, nous, notre objectif, c'est de tous les aider. Au moins, vous avez ce truc en tête là et du coup, vous allez mettre en place les actions qui vont bien pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Vous allez pouvoir mettre en place tous les moyens financiers, logistiques, humains, etc. en place pour le mettre en place. Ensuite, quand les vérifier, et bien là, ça va être un petit peu comme le budget. En fait, c'est tout au long de votre projet. Ça va vous permettre de vous rendre compte de votre avancée et donc, comme je disais juste avant, de mettre en place des mesures correctrices aux besoins de le faire régulièrement. Ça permet de rester bien recentré sur vos objectifs. En termes de chiffres, combien d'indicateurs vous devez mettre en place? Donc moi, comme je disais, pour la fondation, on n'en demande qu'un seul. Voilà, c'est pour vous donner au moins un objectif à atteindre. Mais pour le bon suivi de vos projets, moi, je vous conseille plutôt d'en avoir entre 3 et 5 et qui vont être chacun sur différents aspects de votre projet, puisque ce projet en lui-même ne se résume pas en une seule action en général. Vous avez quand même plusieurs actions que vous réalisez, etc. Donc, vous pouvez mettre en place plusieurs indicateurs de suivi de différentes natures. Pour des projets de césure, en général, ça va être des indicateurs sur l'environnement, des indicateurs scientifiques quand vous faites des expéditions plutôt à visée scientifique. Des indicateurs sociaux aussi sur le nombre de personnes que vous avez rencontrées, que vous avez soutenues. Ça peut être aussi des chiffres, vraiment de manière très basique, financier, économique, sur votre nombre de partenaires que vous avez obtenus, le montant que vous avez collecté. Ça peut être aussi la satisfaction de votre équipe, aussi sur le projet, si vous êtes satisfait du projet que vous avez réalisé, et aussi sur, par exemple, la sortie de livrables, la valorisation de votre projet après la mission. Et sur la partie, du coup, bah, tout simplement, comment vous allez les choisir, comment les définir.
vous avez deux types d'indicateurs possibles, soit un indicateur quantitatif, soit qualitatif. Les indicateurs quantitatifs, c'est tout simple, c'est simplement des chiffres. Donc, un chiffre, un ratio, donc un pourcentage. Je vous ai donné des exemples qui arrivent très fréquemment sur les projets de césure, en tout cas, qu'on nous présente à la Fondation. Par exemple, la réalisation de 10 interviews durant la mission, la réalisation de 35 prélèvements scientifiques, 1200 km parcourus durant votre projet à vélo, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce type de projet-là, ou un montant collecté, etc. Et vous avez aussi des indicateurs du coup qualitatifs, là, donc ça va être non chiffré. C'est plus vraiment le constat d'une action qui a eu lieu ou non, du coup, si l'indicateur n'est pas rempli. Donc là, c'est un peu plus binaire. Donc là, par exemple, ça va être la sortie du documentaire à telle date, telle échéance, la conception d'un jardin partagé en agriculture sur une période donnée, etc., la livraison d'un rapport scientifique ou l'organisation d'une conférence. Donc, par exemple, ça, ce sont des exemples un peu types que l'on peut avoir sur les projets. Et pour vous aider à trouver ces indicateurs, à le constituer, il y a plusieurs règles que vous avez ci-dessous. Ça se retient assez facilement puisque ça fait une petite phrase, donc c'est SMART, qui vous permet de le constituer puisque l'indicateur, au-delà du chiffre, il lui faut plusieurs autres éléments. Notamment, il doit absolument être très compréhensible par tous, donc il doit être clair, il doit être précis. Par exemple, si vous indiquez que vous allez sensibiliser 300 personnes via votre projet, cet indicateur-là est bon, mais il manque de précision puisque moi, je vais me poser la question, mais via quel type de communication, via quel type d'action vous souhaitez sensibiliser? Est-ce que c'est vraiment toute communication confondue, ou est-ce que c'est spécifique via votre newsletter, via une intervention, via des documentaires, etc. Donc, essayez d'être le plus précis possible pour qu'une personne, même complètement extérieure à votre projet, puisse tout de suite comprendre, en gros, votre projet et la nature de cet indicateur. Il faut qu'il soit aussi très spécifique, vraiment adapté à votre projet, qu'il serve en fait l'intérêt que vous voulez servir de base à travers votre projet. Si vous avez un projet qui a une dominance très forte scientifique, portez l'indicateur principal, mettez-le sur le nombre de prélèvements que vous avez fait, sur un résultat que vous voulez obtenir à la fin, si c'est un indicateur qualitatif. Si vous êtes plus un projet d'aide humanitaire, restez plus sur un aspect social. Voilà, il faut vraiment que ça reflète l'âme de votre projet. Il faut évidemment qu'il soit mesurable. Bon, bah, ça, c'est simple. Il faut qu'il soit mesurable de manière qualitative ou quantitative, comme on a vu avant. Il faut qu'il soit atteignable, réaliste. Donc, c'est important d'être ambitieux, mais pas trop non plus, puisqu'il faut à la fois vous challenger un petit peu, sans pour autant risquer d'être déçu par vos résultats. Donc, que vous soyez déçu, vous, par votre mission et ne pas atteindre les résultats, mais aussi que vos partenaires financiers, techniques, etc., ne soient pas déçus aussi en se disant que vous avez loupé quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Votre mission est réussie en tant que telle. C'est juste que l'objectif fixé était trop compliqué à atteindre, inatteignable. Et le dernier aspect qui est très important, c'est la temporalité de l'indicateur. Euh, Dire que vous allez réaliser un documentaire, c'est très bien, c'est un objectif, mais en fait, si vous le faites dans 6 mois ou dans 10 ans, c'est pas du tout la même chose. Certains projets ont à souhait, ont le cœur de diffuser très largement ce qu'ils ont fait dans les quelques mois à venir, et certains mettent 2 ans avant de le faire. Il n'y a pas de problème sur la durée en soi. Nous, on n'impose rien, en tout cas de notre côté. Mais c'est important du coup de le préciser dès le départ, de vous fixer un objectif, même si c'est un petit peu éloigné, de se dire, on sait qu'à telle date, ce sera fait, ce sera réalisé, etc. Ou ça peut être aussi sur de la durée. Là, je vous ai dit plutôt sur une date butoir de réalisation, mais ça peut être sur les 4 mois de voyage que l'on a prévu, on veut rencontrer 20 personnes sur la thématique des agricultures urbaines, par exemple. Donc, il faut vous donner une durée, une date butoir pour vraiment encadrer en fait cet indicateur-là. Donc, voilà comment vous pouvez le construire. Du coup, moi, j'en ai fini sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous laisse aussi un petit temps de questions si vous le souhaitez. Voilà, il reste 1 ou 2 minutes le temps que vous preniez la parole ou vous écriviez dans le chat.
Peut-être partage pour l'instant. Ouais, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions de financement concernant par exemple les billets d'avion en raison de l'impact sur l'environnement? Oui, sur l'appel à projet de la Fondation. Alors, on sait qu'il y a des projets super qui sont à l'étranger et on ne va pas, entre guillemets, restreindre en disant vous allez dans un pays plus éloigné que l'autre équipe, donc on ne vous financera pas. Par contre, on a un volet quand même sur l'impact environnemental et notamment la réalisation d'un bilan carbone de votre projet. Donc ça, c'est surtout pour les projets justement qui partent à l'étranger ou qui ont des actions qui peuvent être polluantes, mais en général, c'est juste par le transport. Donc ça sera pris en compte. On ne va pas mettre de côté ces projets-là. Par contre, il faut montrer à côté que vous avez fait l'effort de calculer ce bilan carbone. Et aussi, on a une case aussi de commentaires où vous pouvez indiquer toutes les mesures à côté que vous mettez en place pour limiter votre empreinte carbone. Il y en a beaucoup, par exemple, justement, qui prennent un billet d'avion parce qu'ils doivent se rendre en Asie, par exemple, mais qui, par contre, sur place, vont faire le maximum d'efforts possible pour réduire leur empreinte liée au transport. Donc, il y en a qui sont que en bus ou en train ou même à vélo qui vont privilégier parfois une nourriture végétarienne. Enfin, voilà, il y a plein d'actions qui sont possibles à côté. Et donc, si vous avez une empreinte carbone assez importante de votre projet, il faut à minima nous montrer des actions correctrices que vous pouvez mettre en place à côté pour compenser ça. Et même aussi à travers votre projet, si vous partez pour mettre en place, faire de la reforestation, par exemple, ou ce genre de choses, bon, voilà, ça, on va dire que ça ne compense pas entièrement, mais la cause reste noble. Donc, il faut veiller à cet équilibre-là dans vos projets. Financez-vous seulement les projets qui servent à la collectivité ou bien aussi des projets personnels comme un voyage découverte. Dans le cadre de l'appel à projet de la Fondation, ce sont des projets de césure. On sait qu'il y a une partie, une notion quand même de plaisir dans ces projets de césure-là, c'est évident. Mais le projet, quand même, le cœur du projet, c'est un projet scientifique ou un projet solidaire. En fait, ce projet-là, il doit vous permettre de mettre en application des connaissances que vous avez acquises ou d'en acquérir de nouvelles en rapport avec les thématiques d'agroparitech. Donc, l'alimentation, le vivant, la biodiversité, l'énergie, c'est globalement très large, l'agriculture évidemment, voilà. Euh, donc, ça peut être un projet qui à la base est personnel, mais il doit en ressortir quelque chose pour vous, à ce titre-là, au niveau scientifique, mais pour d'autres aussi. Donc, avoir une ambition quand même de valoriser ce projet-là derrière, soit au grand public, soit à des communautés aussi d'ingénieurs, etc. En tout cas, ça ne peut pas être simplement un voyage que vous allez faire qui restera que pour vous. Il faut qu'il y ait une notion de partage au maximum de l'information que vous allez produire, voilà. Donc, ou que vous faites un voyage qui aura un impact solidaire sur d'autres communautés là où vous irez, par exemple. Donc, je pense que c'est assez clair là-dessus. Pour la projet de la fondation, on voyait sur la diapo qu'il était demandé qu'un seul indicateur de performance. Est-ce qu'il est possible d'en donner plusieurs s'il existe différentes façons d'évaluer la réussite du projet? Nous, là, vous pouvez en mettre plusieurs, mais de toute façon, nous, dans la convention qu'on signe ensemble avec les lauréats, on n'en met qu'un seul parce qu'on ne veut pas non plus imposer de forcément atteindre plusieurs indicateurs différents. Donc moi, je vous conseille tout simplement de les conserver pour vous. Nous donner un qui vous semble le plus représentatif, mais n'hésitez pas à les conserver pour vous et donc à les suivre régulièrement. Et même, vous pourrez nous faire quand même un état des lieux à un an du projet dans votre bilan de ces indicateurs-là. Il n'y aura aucun souci. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu d'autres questions, donc ça me semble pas mal. Donc là, après notre présentation, donc budget et indicateurs, on avait prévu juste un petit temps
pour justement reparler des appels à projets spécifiquement. Là, on a parlé pas mal du coup de l'appel à projet de la fondation, mais les alumni du coup ont aussi un appel à un projet. Lui, il n'est pas encore ouvert. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, il y a eu moins de questions. Donc, je vais laisser la parole à Lucie pour lui présenter son appel à projet. Et puis, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra après. On a jusqu'à 14h30, donc pas de souci. Merci Jeanne. Donc oui, je vais prendre un court instant pour présenter l'appel à projet des alumni, du coup, qui est la troisième édition cette année. Du coup, l'appel à projet des alumni, quelle est sa vocation? Il a pour but de faire vivre et animer la communauté des Agro-Paris. Je vous le disais tout à l'heure, en général, c'est plutôt des événements qui vont animer le campus ou les campus, contribuer au rayonnement de l'excellence des diplômes et de la promotion d'AgroParisTech et accompagner ses membres, donc là notamment les étudiants, dans leurs projets. Donc, AgroParisTech Alumni va sélectionner et valoriser des projets qui sont portés par un groupe d'étudiants ou par des associations étudiantes qui participent. Et donc, les deux objectifs, c'est contribuer à la dynamique associative de l'école. Donc, je le disais, animer le campus, faire vivre les traditions de l'école, créer du lien entre les étudiants et les alumni, et ou développer l'engagement des étudiants dans le réseau des alumni. Donc, les projets soutenus, qu'est-ce qu'ils pourront bénéficier? Donc, ils pourront bénéficier d'une aide financière réservée à des dépenses d'investissement matériel et immatériel de fonctionnement courant, en général. Également d'un accompagnement personnalisé pour bénéficier de la force du réseau. Donc, ça peut être des envois de mails pour des projets spécifiques, ça peut être des besoins pour du sponsoring, etc., ou du mentorat auprès d'alumni. Voilà, si on identifie que votre projet il est dans un domaine en particulier, nous, on a une connaissance aussi du réseau, on pourra vous mettre en lien avec des alumni plus facilement, etc. Et d'une visibilité auprès, bien évidemment, de la communauté des alumni, que ce soit auprès de nos réseaux sociaux, sur notre site internet ou par d'autres biais qui seront imaginés par vous ou par nous. Donc des structures à but non lucratif, des associations, des groupes d'étudiants. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait au moins deux étudiants par projet et au moins un qui est d'AgroParisTech. Donc les projets éligibles, pardon, je vais passer rapidement, mais être développés en France ou à l'international. Je le disais, par une équipe de plusieurs personnes avec au moins une personne, un étudiant d'AgroParisTech. Je l'ai redit, mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, ne pas avoir démarré avant la date de soutien, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Mais par exemple, vous pouvez candidater pour anticiper la subvention, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, par exemple, le TEDx. Ils ont anticipé l'année dernière pour leur TEDx là qui est en 2025, donc ils ont été soutenus pour le TEDx qui va arriver en janvier, mais tout simplement parce que sinon les dates, ça coordonne pas. Donc, si vous êtes une association qui a l'habitude, notamment, pensez bien à candidater pour l'année d'après. Pensez à vos camarades qui seront en galère de financement et qui auront besoin, bah, comme eux, ils ont eu besoin d'avoir des sous en amont. Donc, on a fait le choix, comme je vous ai tout à l'heure, de ne pas soutenir les projets de césure, tout simplement parce que c'est plus difficile pour nous de suivre des projets de césure. Également aussi parce qu'on fait le distinguo entre la fondation et les alumni. On essaye que ce soit très clair pour tout le monde, que c'est vraiment deux appels à projets distincts et deux entités différentes. Il y a les alumni d'un côté et qui sont membres fondateurs de la fondation. Donc, c'est bien deux entités différentes, je vous le dis, parce que chaque année, on a des personnes qui confondent. Donc, c'est important de le dire et de le redire pour que ce soit clair pour tout le monde. Prévoir une valorisation pertinente, c'est-à-dire que nous, on vous accompagne, mais qu'est-ce que aussi nous, on pourrait avoir en retour de ce partenariat? Donc, imaginez un petit peu des choses et prévoir une démarche de suivi. À la fin, on vous demandera, un peu comme la Fondation le fait également aussi, un bilan des actions et de cette année de partenariat qu'on a eu ensemble. Donc, comment candidater? Ça, je vais juste passer comme ça pour vous mettre le tableau qui sera un petit peu plus visible, le calendrier. Donc, nous, on va ouvrir notre appel à projet le 9 décembre, qui sera disponible sur notre site internet. On le clôturera le 19 janvier. Donc, ça vous laisse quand même un certain temps pour le faire. On a aussi poussé la date parce que voilà, on sait qu'il y a les périodes des fêtes de Noël aussi. Donc, c'est pour vous laisser
après le retour aussi le temps un petit peu de candidater. S'il vous plaît, et je pense que c'est valable pour Jeanne aussi, n'attendez pas la dernière minute pour envoyer vos projets, puisque nous, après, on les étudie, on doit les envoyer à un jury, enfin, c'est des choses qui s'organisent. Donc, si vous pouvez l'envoyer au plus tôt possible, faites-le. Il sera lu, il sera étudié et surtout pas oublié. Donc voilà. Au niveau de l'annonce des projets choisis, ce sera le 27 janvier et il y aura deux jurys. D'ailleurs, j'en ai mis que deux, mais il y en aura même trois si il y a besoin. Donc, il y aura un jury à la Maison des Agros à Paris et un jury à Palaiseau. Où pour les deux, vous aurez possibilité d'être en visio si vous ne pouvez pas. Et donc, cette année, on a aussi avancé la date d'annonce des lauréats pour laisser la place à des projets qui sont vers le milieu d'année et pour lesquels on a besoin un peu de temps pour pouvoir faire des actions communes. Voilà, là, je vous avais mis quelques verbatims de personnes qui ont été lauréats de notre appel à projet. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, que ce soit maintenant, que ce soit par mail. Il faut surtout pas hésiter. Nous, on est là pour ça. Je parle en nos deux noms aussi avec Jeanne, mais c'est pareil pour les deux appels à projet. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et surtout, restez pas bloqués en vous disant, mais est-ce que je suis éligible? Est-ce que je le suis pas? Enfin, voilà, envoyez-nous un mail. Nous, on est là pour vous répondre et pour vous dire toutes ces informations. Euh, donc voilà. Là, s'il y a des questions, parce que vu que je suis en partage Ouais, d'écran, il y en a eu une, mais enfin, il y en a eu deux auxquelles j'ai répondu directement. Si on ok, pouvait du coup, super. envoyer les diapos, donc on le fera à toutes les personnes qui ont eu le lien d'inscription. En tout cas, on vous les fera parvenir toutes les présentations et demander aussi si seule la fondation soutient les projets de césure. Donc où j'ai dit en effet que c'était plutôt fondation. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, Lucie, sur ces. Alors oui, je l'ai pas dit, il peut y avoir des exceptions sur des projets coup de cœur, mais quoi qu'il arrive, ce sera pas des financements, ce sera sur de la visibilité, mais qui parfois n'est pas négligeable. On a aussi pour souhait d'avoir un budget qui nous permette d'acheter du matériel aux alumni. Donc ça peut être aussi un partenariat pour du prêt de matériel qui pourrait vous intéresser. Voilà, donc c'est pour ça que j'exclus pas non plus le fait que des projets de césure peuvent candidater, parce qu'il y en a eu l'année dernière notamment. Ils ont été soutenus en termes de visibilité et d'accompagnement avec des alumni, donc ça c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir que financièrement, ce seront que des projets qui ne sont pas de cette décésure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec Hum, plaisir. Non, pas de questions pour l'instant, en tout cas. Ah, Marie. Euh, Oui, bien sûr, vous pouvez poser des questions sur tout, hein, même sur la présentation de Charles aussi. Si vous avez des questions qui vous sont revenues, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, ouais, n'hésitez pas, ça sert à ça. Et puis, de toute façon, si vous en avez d'autres, hein, comme elle l'a dit, par mail, moi-même par WhatsApp, ça fonctionne aussi. Il y aura nos coordonnées dans les présentations, donc il ne faudra pas hésiter. Ceux qui veulent peuvent enfin, poser des questions par leur micro aussi s'ils veulent, hein, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra si vous voulez pas, mais le micro, ça fonctionne. Alors, du coup, peut-être que Marie, si tu avais peut-être une question, du coup, si tu poses cette question, j'imagine que c'est que tu as une question derrière. Ah, elle écrivait. C'est à propos de la phrase d'écrire les livrables et leur adéquation avec les objectifs urbains qu'on n'est pas certaine de comprendre. En gros, forcément, dans votre projet, nous, on veut qu'il y ait une sorte de continuité après. Une fois que vous avez fait votre projet de césure, vous êtes rentré. Pour nous, ça ne peut pas s'arrêter là et vous avez forcément fait des choses que nous, on pense valorisables, dans un sens. Forcément, vous avez appris des choses, mais il y a des choses que vous pouvez transmettre à d'autres. Et en gros, les livrables, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous allez produire, on va dire, en ressources, que ce soit de la recherche ou enfin voilà, des contenus que vous allez partager sur les réseaux sociaux de votre projet de césure. Et en quoi, en fait, ils répondent du coup aux objectifs de votre projet. Parce que forcément, si vous êtes parti faire de la recherche scientifique, vous allez forcément avoir un rapport de ce que vous avez fait. Donc,
Donc forcément, il va être en lien avec les objectifs que vous êtes fixés et il va être valorisable. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un livrable. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être concret et qui va être possiblement transmis à d'autres. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair. Ça peut être des choses matérielles et immatérielles. Bah oui, du coup, ça peut être. Alors matériel, j'ai pas forcément. Bah matériel, si, ça peut être concrètement quand ceux qui font un documentaire, c'est très concret, hein, c'est un film, c'est voilà. Et immatériel, enfin, ça serait plutôt du immatériel. En matériel, j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête, mais il doit forcément y avoir des choses. Parce que je suis plus à avoir des livrables matériels sur l'appel à projet, sur l'entrepreneuriat, parce que forcément, il y a des choses vraiment palpables qui sont créées, alors que sur des appels à projets s'engager, c'est beaucoup plus immatériel. C'est beaucoup plus de la connaissance et de la transmission de connaissances. Donc, mais en soi, les deux, oui, sont possibles. Après, s'il y a des questions très spécifiques à vos projets, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un message et peut-être qu'on en parlera après en privé sur des points très spécifiques à vos projets. Ce sera plus simple, je pense. Et, oui, c'était, je vais peut-être dire à l'oral, ce sera, je pense, un Ouais, peu vas-y. plus long, mais c'était à propos, parce que bon, nous, l'objectif, c'est la production d'un film documentaire, et c'était savoir si, enfin, si par livrable, on entend vraiment la chose que nous, on va produire à l'issue de notre projet, donc c'est-à-dire en l'occurrence le documentaire et des supports vidéo qu'on souhaiterait poster au cours de notre expédition, ou est-ce que un livrable, ça peut être aussi l'investissement matériel qu'on va mettre et qu'on compte transmettre aux équipes futures. Donc, c'est en l'occurrence investissement de nouveaux, enfin, dans une nouvelle caméra ou quelque chose comme ça, ou si c'est vraiment ce que nous, on va créer, en fait, par C'est le biais plus de notre vous ce projet. que vous allez créer. Après, tout ce que vous allez mettre plutôt en investissement, j'ai réfléchi, je sais pas si on a quelque chose là-dessus. Peut-être dans la continuité du projet aussi, il y a une question un peu là-dessus. Peut-être que vous pouvez parler de la transmission que vous allez faire aux équipes précédentes, s'il y a des investissements que vous faites matériels. Peut-être que là, vous pouvez mettre sur la continuité du projet pour ce qu'on appelle continuité du projet ou de l'association, voilà, qu'il y a une transmission après de vos investissements. Ok, merci beaucoup. De rien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer là. Mhm. Merci beaucoup à Charles hein, qui vous a présenté la première partie sur le budget. Prenez bien en compte ses remarques, les nôtres aussi. Et on espère que ce webinaire vous a plu et ça a pu aussi avancer dans vos projets. Encore une fois, on le redit, mais si vous avez des questions qui sont propres aussi à chaque projet, n'hésitez pas, que ce soit pour les alumni, la fondation, à nous les poser. Et je ne sais pas si Charles, tu veux dire un petit mot aussi. Je ne sais pas si tu es encore là. Non, j'ai rien à ajouter. Merci de m'avoir proposé de participer. C'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne Merci. journée à tous.